Les médecins ont remarqué que j'avais une malformation au niveau du cœur. Je rencontre mon chirurgien en février 2020. Donc il regarde mon dossier, il me dit bon Jérémy, effectivement t'as un gros problème. Il me dit par contre t'es jeune. Il me dit on va pas pouvoir faire l'opération qu'on devait te faire. Bon, je dis c'est quoi le choix? Il me dit bah là on doit opérer parce que ton cœur il a une espérance de vie de 5 à 10 ans maximum. Je dis ok bah c'est pas grave, opérez-moi, réglez le problème. Il me dit voilà t'as deux solutions. Soit on te met de la valve biologique, mais vu que t'es jeune, je te déconseille parce que elle a une espérance de vie de 10 ans. Donc il faudra que tu repasses sur la table à chaque fois. Mais à chaque fois que tu vas repasser sur la table, ça va doubler les risques de mourir ou de finir handicapé. Il me dit la deuxième option, celle qu'on met à ton âge, c'est la valve mécanique. Par contre, la valve mécanique, ça veut dire... Jérémy, ravi de t'accueillir aujourd'hui dans le studio. On a énormément de choses à aborder. On a bien discuté juste avant de partir pour le podcast. Ça fait, je pense, une petite heure, 1 heure et demie qu'on s'est rencontrés. Et on va y aller étape par étape, mais je vais commencer avec une première question. Jérémy, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé à ta naissance? Ouais. Bah déjà, merci à toi de m'inviter. C'est un plaisir de te rencontrer. Donc, moi, mon histoire commence, comme tu l'as dit, dès la naissance. Parce que quand ma mère était enceinte de moi, les médecins ont remarqué que j'avais une malformation au niveau du cœur. Et donc, ils ont dit à mes parents que j'allais pas être un bébé viable à la naissance. Du coup, mes parents ont décidé de... Ma mère a accouché sur Paris, parce que je suis originaire, on est du Havre à la base. Mes parents étaient sur Paris parce que j'ai dû naître dans le service spécialisé dans les malformations de nouveau-nés. Et donc, je suis né dans ce service. Hélas, les médecins avaient raison. Quand je suis né, ils ont vu que j'avais bien cette malformation. Du coup, je suis resté 13 jours en observation pour voir si je pouvais survivre. La réponse était non. Du coup, il fallait m'opérer. Donc j'ai été pris en charge par l'un des meilleurs chirurgiens de France, enfin en tout cas à l'époque. Il avait l'habitude, il faisait ça tous les jours, donc l'opération s'est très bien passée. Et ensuite j'ai grandi tout à fait normalement. Tout ce qui me rappelait que j'avais quelque chose de différent, c'était ma cicatrice au niveau de la poitrine, parce qu'on m'a ouvert la poitrine en deux. Donc j'ai jamais connu mon torse sans la cicatrice. Et puis tous les ans, je devais me rendre à l'hôpital, je dois toujours me rendre à l'hôpital d'ailleurs, pour des suivis, donc sur Paris et sur Le Havre. Je passe échographie et prof d'effort régulièrement. Voilà, c'était les deux seules choses qui me rappelaient que j'avais un petit souci. Et donc, je grandis, comme je l'ai dit, normalement. Très belle enfance. J'arrive à l'adolescence. Adolescence un petit peu plus compliquée, parce que mon physique, je manque de confiance en moi. Mon physique, j'ai du mal à l'accepter. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très maigre. Je rencontre beaucoup de problèmes que rencontrent les adolescents. J'ai énormément d'acné, je suis très très timide, et du coup j'avais un gros manque de confiance en moi. Et donc je me suis dit, j'ai commencé par me réfugier dans les jeux vidéo comme beaucoup, mais je me suis dit j'ai envie de changer. Je pouvais plus supporter l'image que j'avais de moi. Vers quel âge t'as commencé à te dire ça? 15-16 ans. 15-16 ans, ok. Je voyais, on commençait à rentrer... tout le monde commençait à avoir sa petite copine, tout ça. Voilà, moi, j'ai l'impression de ne pas intéresser les filles, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment gagner confiance en moi et atteindre le niveau supérieur, entre guillemets. Donc, j'ai commencé à réfléchir à des choses. Déjà, j'ai pris un traitement pour l'acné qui a bien fonctionné, mais qui a été assez violent. Ensuite, je me suis dit, bon, est-ce que je change la façon de m'habiller, la façon de me coiffer? Tout ça, c'était pas assez radical. Bon, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours eu des aptitudes athlétiques, j'aimais ça, le sport à l'école. Et très jeune déjà, j'ai commencé à faire du sport. Donc j'ai fait de la motocross pendant 10 ans, j'ai commencé par la boxe thaï, ça m'a beaucoup apporté, j'adorais ça, mais le problème c'est que j'étais toujours très maigre et je me trouvais faible. D'accord. Je me trouvais faible, je sentais que, parce que j'étais grand déjà, je faisais 1m84, mais à cette époque-là je faisais 65 kilos. Et j'avais l'impression de me faire éclater en fait pendant les entraînements. T'étais dans un club de boxe thaï? Dans un club de boxe thaï, oui. Ok, et qu'est-ce qui t'a poussé à commencer la boxe thaï? Ça venait de toi Je crois que c'est mon père qui m'a amené. J'ai toujours aimé les sports de combat. J'aimais beaucoup le free fight que je regardais à la télé. J'étais vraiment passionné. Mon meilleur ami aussi fait de la boxe. Il est champion de Normandie. Donc j'adore ça. Je crois que c'est parce que j'aime ce style de sport, parce que ça montre ce que moi je n'étais pas. J'avais l'impression de voir des gens courageux, en fait, aller sur le ring, se battre, et c'était ce que je voulais devenir.
Je pense que c'est pour ça que j'ai été attiré par cette discipline. Et en plus, je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'aimais pas les sports collectifs. Donc la boxe me permettait d'avoir tout ça. Et du coup, j'ai fait 3 ans. Mais à la 3e année, j'ai voulu me renforcer. En plus, dû à mon opération, j'ai une petite malformation au niveau de la cage thoracique. Donc j'ai toute ma cage thoracique qui a avancé. Et quand j'étais maigre, ça se voyait un petit peu. Et le médecin m'avait dit, le seul moyen de le cacher, c'est de prendre un petit peu des pectoraux, quoi. Okay. Je dis, bon, ok. Donc la musculation commençait vraiment à me trotter dans la tête. Bon, j'avance dans mes études, j'avance dans l'adolescence, difficilement, parce que les études ne me plaisent pas. Période assez difficile, je me sens pas très heureux. J'arrive en études supérieures, je retrouve un ami à moi, que j'avais pas vu depuis le collège. Et au collège, on était tous les deux assez maigres. Je le retrouve en études supérieures et je le retrouve transformé, très musclé. On était une promo d'environ 200 mecs. C'était le plus musclé de la promo. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit, je me suis mis au football américain et j'ai dû me mettre à la musculation. J'ai un banc de développé couché chez moi, j'en fais tous les soirs. C'est génial. C'est génial. Je veux devenir musclé. Je vais devenir musclé. Et donc là, c'était parti. Et avant de commencer la musculation, d'avoir ce genre de prise de conscience, comment tu te sentais au quotidien, ta période collège, lycée? Tu parlais de ce mal-être, mais est-ce que tu peux approfondir un petit peu cette période de ta vie? En fait, je craignais beaucoup l'avenir parce que je voyais que j'étais complètement perdu. Parce que j'arrivais à un stade où on commençait à nous parler de notre avenir, des études supérieures, du métier qu'on voulait faire. Je me suis dit, mais tout ça, ça me plaît pas. C'est pas possible. Moi, ce que je pensais, c'était juste à jouer aux jeux vidéo avec mes amis. Parce que ça me permettait de m'échapper, en fait. Et je m'inquiétais beaucoup. Je pensais beaucoup à ça. Je me suis dit, je veux pas d'une vie, je veux pas subir ma vie. Je veux me lever tous les matins. Mon objectif, c'est de me lever tous les matins, d'avoir envie de faire... ce que tu t'apprêtes à faire. Voilà, que mon métier soit une passion. C'était mon rêve d'avoir un métier qui soit une passion. Je voulais pas de patron qui me force à faire quelque chose, de règles. Je suis très respectueux. Si j'ai un patron, je suis très respectueux. Je suis pas rebelle, je suis pas tête brûlée. Mais par contre, je déteste avoir des obligations. Je veux mener ma vie comme je le souhaite, en fait. Ça a toujours été mon but. Donc j'étais un petit peu dans cette optique, mais je voyais pas comment faire à l'époque. D'accord. Personne dans mon entourage était entrepreneur. J'étais perdu et j'étais déprimé. Donc je me dis, bon, déjà, je vais regagner confiance en moi. Ok, quels étaient tes points faibles à ce moment-là? Quels étaient les trucs qui te pesaient le plus? Déjà, de faire du sport, ça m'a aidé à gagner confiance en moi, parce que je me sentais plus fort physiquement, et de me sentir plus fort physiquement, je me sentais plus fort mentalement aussi. En plus, je gagnais une certaine discipline. Donc, je me suis dit, ok, pour régler tous mes problèmes, déjà, la première chose à faire, c'est qu'il faut que je m'accepte moi. Je pense que si je m'accepte moi, ça va se ressentir autour de moi, et les autres aussi vont le ressentir. Et bon, je pense que ça peut que m'apporter. Donc, ma première priorité, c'était de retrouver confiance en moi, de retrouver confiance en mon physique. Je savais que le travail psychologique, mental allait prendre du temps, mais j'étais prêt à le faire. Le travail physique, par contre, ça, je savais que ça pouvait aller un peu plus vite. Je me suis dit, je vais aller à fond dedans. Donc, je me suis mis à la musculation. Problème, j'avais pas de bande développée couchée comme m'avait conseillé mon ami, et j'avais pas assez d'argent pour m'en acheter. Bon, c'est pas grave. Mes parents avaient une petite machine de musculation à la maison. Je la monte dans ma chambre. Quel type de machine, tu me disais? C'était une machine, on se met dessus, on tire le poids de son corps. Ça existe même plus d'ailleurs, j'en vois plus. Voilà, une machine sans poids, très bas de gamme. Okay. Mais c'est pas grave, je le faisais tous les soirs. Pendant 1h30, 2h, je faisais n'importe quoi. Comme tu me disais sur le balcon tout à l'heure, je savais pas ce que je faisais, mais ce qui est sûr, c'est que je le faisais. Exactement, je faisais absolument n'importe quoi. Je connaissais rien en la musculation, mais je le faisais à fond. 5 jours par semaine, je me reposais juste le week-end. Après mes entraînements, j'allais faire des recherches sur Internet pour me documenter sur comment se transformer physiquement. Et ça a marché. J'ai commencé à me transformer parce que je le faisais tellement avec passion et envie. J'ai commencé à me dessiner un petit peu. Et j'ai remarqué que le regard des gens commençait un petit peu à changer sur moi. Pourquoi? Parce que on m'a jamais critiqué, j'ai jamais eu de moquerie, tout ça, mais je sentais... Voilà, dès qu'on parlait de mon physique, t'es un peu maigre, Et là, maintenant, on me disait, t'es un peu dessiné, tu fais un peu de renforcement, tout ça.
Donc moi, je cachais, j'avais honte de dire que je faisais de la muscu parce que j'étais encore très maigre. Je disais juste, ouais, je fais un petit peu de pompe le matin, rien de méchant, alors que je m'acharnais tous les soirs pendant 2 heures. Mais je sais pas pourquoi, j'avais honte de dire que je faisais de la muscu. Je pense qu'on est plus d'un à être passé par cette situation. Ouais. Je pense que plus d'une personne comprend exactement de ce dont tu parles à l'instant. Beaucoup ont commencé tout seuls dans leur chambre avec des pompes et c'est ce que je faisais aussi. J'avais mes 5 séries de 20 pompes à chaque début d'entraînement, ensuite la machine. J'avais mon rituel qui était... Bon. Énorme, ça doit être des sacrés souvenirs. Oui, génial. Ça... Et visiblement, ils sont encore bien intacts. Ouais, parce que c'est les débuts d'une très grosse aventure. C'était ça les débuts. Et je suis fier de moi en fait. En fait, je suis fier de moi d'avoir réussi à tenir cette discipline, à avoir pris cette décision. Parce que là, j'avais vraiment la volonté de changer. Et je suis fier d'avoir eu ce déclic à mon âge, en fait. Donc, je suis assez content de moi. Ça passe, je m'entraîne plusieurs mois comme ça. Quelqu'un me donne un banc de développé couché, je vais m'acheter une paire d'haltères, le basique, et je continue de m'acharner. J'écoute mon ami qui m'avait dit « Tu fais 8 séries de 8 ». Ok, je fais 8 séries de 8 au développé. Je connaissais rien, j'écoutais. Je dis « Ok, je fais ça ». Et ça marchait, parce que je me donnais tellement, je progressais. Même si, en musculation, au début, de toute façon, on peut faire un peu n'importe quoi. Tant qu'on y met le cœur, on se transformera. Le corps, quand il part de zéro, dès qu'on lui soumet un stress, il change. C'est après qu'il faut vraiment se documenter. Mais au début, de toute façon, il ne faut pas trop réfléchir. Et je suis content d'être passé à l'action sans trop réfléchir. Je suis content de ne pas avoir vu trop d'informations au début, parce que je pense que trop d'informations tue l'action. Moi, j'avais tellement peu de connaissances qu'en fait, je me suis lancé sans me poser de questions. Et heureusement, parce que... C'est fort ce que tu dis. On entend beaucoup trop d'informations tue l'information. Ah oui. C'est la première fois que j'entends trop d'informations tue l'action. Ouais. Et tu parlais aussi, là c'était donc il y a au moins 15 ans en arrière. Ouais, c'est ça. Ok. Il faut quand même le préciser, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Vas-y, comment tu trouvais tes renseignements, comment tu trouvais ces informations? Il n'y avait pas les youtubeurs français qu'il y a aujourd'hui. C'est ça. Il n'y avait rien. Du coup, j'ai été m'inscrire sur des newsletters canadiennes, parce que je parlais pas anglais. Énorme. Et les Canadiens, ils parlaient français. Donc, je me rappelle, je suivais leurs conseils. Et c'était tout ce que j'avais. En fait, il n'y avait pas cette émergence du fitness et de la muscu qu'il y a aujourd'hui. Nous, à l'époque, j'étais dans une promo, il y avait 200 mecs. Sur les 200 mecs, on était 3-4 à faire de la muscu. Aujourd'hui, on retourne dans une promo, je pense qu'il y en a 198 qui font de la muscu. C'était encore une époque un petit peu plus... c'est marrant, c'était il y a que 15 ans pourtant, mais c'était encore, on pensait beaucoup à Arnold, tout ça. On pensait muscu, on pensait bodybuilder, c'est tout. Donc c'était assez fermé comme milieu. Et donc j'ai dû me débrouiller avec les moyens du bord, mais je trouvais les infos que je pouvais trouver et j'ai fait avec et ça a marché. J'ai commencé à comprendre. Comme quoi? Qu'il fallait que je me crée mon programme, quel exercice travailler, quel groupe musculaire, qu'il fallait séparer les groupes musculaires. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses, aussi les morphologies. Ça m'a créé un déclic parce que j'ai compris que j'avais pas une morphologie qui était de base favorable à la musculation. Je suis quelqu'un d'assez maigre de base, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé. Et là, je me suis dit, ok, va falloir que je passe au niveau supérieur, va falloir que j'aille m'inscrire en salle de sport. J'étais déterminé à changer, j'étais trop bien parti, j'adorais ça, je devenais accro. Je me dis, il faut que j'aille en salle. J'en parle à des amis à moi, et un ami aussi me dit, moi aussi, j'aimerais commencer la salle. Mon frère est dans cette salle-là. Est-ce que tu veux qu'on y aille ensemble? Je dis, allez, on y va ensemble, on rentre tous les deux. J'étais complètement perdu au début. Première fois que je rentre dans une salle un peu à l'ancienne, des mecs énormes partout. Bon, à l'époque aussi, tout le monde me semblait énorme vu que moi j'étais mince. Et c'était pas une grande chaîne comme il y a aujourd'hui, quoi. C'était vraiment une salle. Mais j'ai adoré cette ambiance. Et cette ambiance m'a aidé. Je suis rentré, je me baladais entre les machines. Tu te sentais pas dans ton élément, mais tu sentais que c'était un territoire qui allait te rendre meilleur. Exactement. Au début, je me sentais pas du tout dans mon élément, mais je sentais que j'étais à ma place. Et un coach est venu me voir, qui passait son diplôme. Il me dit, écoute, je t'ai jamais vu avant, est-ce que tu veux des conseils? Je dis, bah oui, avec plaisir. Et il me donne des conseils, très gentil de me donner des conseils gratuitement. Et donc, je commence avec ces conseils. Et j'adore ça. J'adore l'ambiance de la salle. J'attends que ça tous les jours. De finir, donc à cette époque-là, j'étais en études supérieures. J'attends que ça de finir ma journée qui ne plaisait pas à l'école, juste pour retrouver mon petit coin de paradis qui était la muscu, mon univers à moi, l'univers où je me sentais bien, l'univers où je me sentais fort, parce que je progressais, je gagnais en force, je gagnais en musculature. Et c'était un plaisir. J'ai d'ailleurs quasiment connu aucune soirée étudiante
parce que les soirées étudiantes, c'était le jeudi soir, et le jeudi soir, c'était ma séance épaules. Je me souviens encore de ma routine, j'ai gardé la même routine pendant 3 ans. Et il était hors de question que je rate une séance, donc j'ai dû connaître que 3 soirées dans ma vie étudiante. Les épaules d'abord. Exactement, les épaules d'abord. Et c'était la muscu, mais j'adorais ça, je me forçais pas. C'était pas une discipline dure à avoir parce que j'aimais ça. C'était un plaisir. T'as fait de la musculation poids de corps avec le peu de matériel que tu avais chez toi pendant combien de temps avant de t'inscrire en salle? Un an. J'ai pris 5 kilos de muscle. Je suis passé de 65 à 70 kilos. D'accord. Je me rappelle parce qu'à la boxe, je continue encore la boxe à cette époque-là, je commençais un peu à me dessiner et je gagnais un petit peu en force par rapport à mes adversaires. Et donc après, la salle, j'ai explosé. Ma première année à la salle, j'ai explosé parce que je le faisais tellement sérieusement. Les gens là me le disaient. Raconte-nous tes routines sportives, alimentaires, sommeil, comment ça se passe? Alors alimentaire au début c'était n'importe quoi parce que je ne m'y connaissais pas et de toute façon ce que je voulais c'était grossir. Donc ma routine était simple, mange le plus possible, gave-toi, et je me gavais, mais vraiment très violemment. Je me faisais 2 assiettes remplies, je prenais 5 à 6 repas par jour. C'était mon seul moyen pour que je grossisse, mais ça a marché. Par contre, c'était dur, mais parce que se gaver c'est dur. Prendre de la masse musculaire, on ne s'en rend pas compte. On parle souvent de la perte de poids. Le problème de la masse musculaire est très difficile aussi pour les personnes très maigres. Parce qu'on change à changer notre nature de base. La perte de poids, on cherche à être en meilleure santé. Prendre de la masse, c'est pas notre nature de forme. Et donc on cherche à aller au-delà de ça. Et c'est pas forcément bon en fait. Mais du coup, il faut faire des choses un petit peu extrêmes. Ce que j'ai fait. Donc j'ai mangé. Par contre, la routine sportive, j'étais très sérieux parce que ça me passionnait. Je me suis mis mon petit programme, le classique. Lundi pec, mardi dos, mercredi jambes, jeudi épaules, vendredi bras. Je me rappellerai toute ma vie de ma routine. Il n'y avait aucun programme sur Internet. Donc je copiais le programme des bodybuilders professionnels américains parce qu'il n'y avait aucun youtubeur qui partageait encore leur programme. Je prenais tous les exercices, je les mettais dans ma séance et je les faisais. Donc tous les exercices épaules, je les faisais le jeudi. J'en avais au moins 8-10, je restais 2 heures à la salle. C'était n'importe quoi, mais je le faisais à fond. Et ça a marché. J'ai progressé, ça a marché. Ensuite, j'ai un ami à moi m'a rejoint. Lui, il voulait perdre du poids, mais c'est pas grave, on s'est entraîné ensemble. Ça a été mes plus belles années de musculation avec lui. On s'est entraîné 2 ans ensemble. Donc moi, c'était ma 3e année de muscu parce que j'ai fait 1 an sans lui à la salle. J'ai explosé. J'ai gagné au moins 10 kilos de masse musculaire. Là, je sens que j'avais atteint un palier. J'étais plus le débutant. Voilà. Je sens que j'atteignais un palier. Et donc, tous les soirs, quand j'allais m'entraîner, je regardais ce coach qui m'avait aidé, qui m'aidait encore un petit peu d'ailleurs, et il me faisait rêver. Parce que moi, j'étais perdu dans mes études, j'étais pas heureux. Le seul endroit où j'étais heureux, c'était la salle. Et quand je le regardais, je me disais, mais c'est incroyable, lui, on le paye pour être là. Pour moi, c'était un métier de rêve. Mais qui était inaccessible pour moi. Inaccessible. Je m'étais mis une croyance limitante énorme parce que pour moi, je voyais le coach comme l'être ultime, sûr de lui, sportif à fond, bon dans tous les domaines. Le mâle alpha, quoi. Et moi, je me trouvais tout l'inverse. Je venais là par manque de confiance, très timide, très maigre encore. Ça me faisait rêver, mais inaccessible, mais très très loin. Mais ce jour-là, une petite graine a germé en moi. Le métier de coach a germé en moi quand même, comme étant le rêve ultime à mes yeux. Pour moi, le métier de coach était le plus beau métier du monde. Et donc après, ma salle ferme, hélas. Donc je dois rejoindre une autre salle. Une salle avec un plus petit niveau, une salle plutôt fitness, cours collectif. Et donc j'arrive dans cette salle et moi j'avais 3 ans de muscu, donc j'avais bien pris en masse musculaire et j'arrive dans cette salle et je suis l'un des plus musclés de la salle. Et là ça me fait drôle, parce que je me dis, ah ouais, ça paye. Tout ce que j'ai fait, ça paye. Là je m'en suis vraiment rendu compte. On commençait à venir me féliciter pour mon physique, me féliciter pour mes performances. Ça me faisait bizarre. On venait me demander des conseils pour comment je me suis musclé, comment fonctionnait les machines. Je dis, et j'adorais donner des conseils. J'adorais parce que j'aimais ce milieu, puis aussi peut-être parce que ça regonflait un peu ma confiance en moi, je vais pas le cacher. Il y avait cet effet de contraste entre le Jérémy que tu étais devenu et le Jérémy de 14, 15, 16 ans qui se mettait tout juste à la muscu, qui se sentait mal dans sa peau, qui avait tout à apprendre, qui constatait ça et il devait se dire qu'est-ce qui s'est passé là ? Exactement, c'est ça. Là, je sentais la transformation se faire en fait. Et donc, je me suis très bien entendu avec l'équipe de coachs qu'il y avait là-bas. Super équipe.
Et 2 des coachs étaient en train de passer la formation pour devenir coach. Ils étaient en alternance, en fait. Et un jour, je lance à un coach comme ça, t'as de la chance de faire ce métier-là, moi j'aimerais bien. Et il me regarde, il me dit, mais Jérém, faut que tu le fasses si t'as envie. Il me dit, on te voit tous les jours, t'es fait pour ça. Et là, je l'ai regardé, c'était le premier à avoir brisé ma croyance limitante que je m'étais fixée moi-même, en fait. Et j'ai dit, ah bon, t'es sûr? Il me dit, oui. Dans la vie, on n'a qu'une vie, il faut pas passer à côté. Si tu sens qu'il faut que tu fasses ça, il faut que tu le fasses. Moi, c'est ce que je me suis dit. Fonce, fais-le. Tu regretteras pas. Tu regretteras pas quoi qu'il arrive. Déjà, je commençais à y croire un petit peu. C'était encore très loin le métier de coach pour moi, mais je commençais à y croire un petit peu. À quel âge, là? J'avais 18-19 ans, peut-être. Ouais, 19 ans. 19 ans. Parce que j'avais 3 ans de muscu derrière moi, environ 3-4 ans. Bon, j'en parle à mes parents, doucement. Mes parents étaient très cool. Ils m'ont pas brisé mon rêve. Mais on sentait que c'était pas chaud non plus parce que je faisais mes études. J'étais destiné à avoir une carrière très classique de technicien supérieur, une belle petite carrière. Et donc ils m'ont écouté, on en a parlé, mais ils m'ont dit que ce serait bien quand même que j'assure le coup, termine mes études. J'ai dit ok, parce que je suis quelqu'un qui joue la sécurité, je suis pas quelqu'un de... Voilà, j'aime bien la sécurité. Donc j'ai dit très bien, je me laisse 1 an, je fais ma licence. Donc j'ai refait 1 an de licence derrière mon DUT, et je me dis je vais le valider, ça va me faire une sécurité, on verra après. Je fais mon année, durant cette licence je me fais un ami, avec qui le courant passe très bien. Il y a des personnes comme ça avec qui ça passe très bien et je vais chez lui, on se voit en dehors, il vient chez moi, je le conseille sur la muscu, lui m'aide un petit peu sur les licences parce que j'ai du mal, parce que ça me plaît pas trop encore. Voilà, c'est cool, on s'entend super bien. Fin d'année, on valide notre licence, on va fêter ça en boîte. Et donc après, on passe une super soirée, tout ça. Et le lendemain, je me réveille et je reçois un message d'un autre ami à nous. Il me dit « Jérémy, est-ce que tu as appris ?» Je dis « Bah non, qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit, bah, en fait, mon ami était décédé, avec qui j'ai été en boîte. Je lui dis, c'est impossible. J'étais avec lui hier soir, j'étais avec lui il y a quelques heures encore, c'est impossible. Il me dit, oui, justement, il s'est fait percuter par une voiture en rentrant de la boîte. Un mec qui roulait à plus de 80 en pleine ville, qui était sous emprise de la drogue, et était décédé sur le coup. Et là, ça m'a créé un petit déclic parce que mon ami en question, en fait, il était très bon à l'école, et il n'avait jamais eu vraiment de copine, de relation. Moi, j'avais commencé à en avoir un petit peu. Je lui dis, pourquoi tu profites pas plus que ça? Pourquoi tu n'essaies pas d'avoir une copine? Il me dit, non, on verra plus tard. Je profiterai plus tard. Là, je me concentre sur mes études. Je veux ma vie, on verra plus tard. Et en fait, son plus tard est devenu jamais. Parce que la vie en a décidé autrement et ça s'est terminé pour lui. Et du coup, je me suis dit, je veux pas faire la même erreur. Je veux pas que mon plus tard devienne jamais. Donc, je sais que ce jour-là, ça a créé un petit déclic en moi. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la vie, en tout cas. Bon, mais je rentre sur le marché du travail, du coup. Je cherche du boulot. J'ai pas envie de trouver, parce que le milieu ne me plaît pas. Je suis un petit peu déprimé. Je me suis... Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je peux pas me lever tous les matins pour quelque chose qui me plaît pas. Je voyais tous mes amis qui avaient envie de trouver du boulot, qui étaient contents de trouver du boulot. Et moi, j'avais l'impression d'être le seul à pas avoir envie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Moi, je veux pas faire ça. Je voulais pas rentrer dans ce système qui ne me plaisait pas. Et au bout de... Donc, je cherche plus ou moins bien du travail, mais au bout de quelques temps, je trouve, dans une belle entreprise, je passe l'entretien. Et l'entretien se passe très mal, mais de toute façon, comme je suis l'un des seuls avec le diplôme qu'ils voulaient, ils étaient prêts à me prendre. Et ils me disent, écoutez, monsieur Ed, on vous rappelle dans 3 semaines pour confirmer, mais entre nous, vous allez être pris. Je fais d'accord. Et là, je me dis, il me reste 3 semaines pour réfléchir. Parce que je me dis que si je rentre dans ce système, c'est fini après. J'abandonne tous mes rêves. Parce que ça voulait dire déménagement, ça voulait dire je prends mon appart, ça voulait dire je trouvais un CDI, c'était fini. Je savais que j'abandonnais tous mes rêves. Tu t'engages sur cette carrière Exactement. Celle qui te plaît le plus. Ouais. Donc là, j'avais un choix à faire. Soit je prenais la sécurité, ou soit je suivais ma passion. Ça m'a torturé l'esprit. Ça m'a torturé l'esprit pendant 3 semaines. Arrivé la veille de l'appel, j'en parle à ma compagne, et je lui dis, écoute, je suis très stressé pour demain, je sais pas quoi faire. Ils vont m'appeler, je sais pas si je dois accepter. Et elle me regarde très simplement et elle me dit, Jérémy, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je lui dis, moi, mon rêve, c'est de devenir coach sportif. Elle me dit, fais ça alors. Très simplement. Je dis, c'est incroyable.
Même moi, je croyais pas en moi sur ça, elle a cru en moi. Je me dis, bon, bah, si elle a cru en moi, Ok. on Tu fonce. lui en avais déjà parlé avant ou- Un petit peu. Un Ok. petit peu, oui, elle Ou savait. c'est quelque chose que t'as quand même assez gardé pour toi? Non, j'en parlais pas énormément, mais je glissais quelques mots, comme quoi c'était quelque chose qui m'attirait. Ouais. Donc elle savait un petit Tu peu. cherchais une réponse en fait. Je cherchais une réponse. Je pense que je cherchais à ce qu'on brise cette barrière que je m'étais mis tout seul. Et c'est ce qu'elle avait fait à ce jour-là. J'ai dit d'accord. Le lendemain, ils m'appellent, comme prévu. Ils me disent voilà, vous êtes pris, félicitations. Je dis bah écoutez, désolé, je vais pas accepter. Ouais, moi je veux pas être pris. par contre. Et ils me disent bah ils comprenaient pas. Personne refuse ce genre d'offre. Ils me disent bah si c'est un problème d'argent, on augmente le salaire. Ils étaient prêts à... Et là, je dis, j'ai réfléchi 30 secondes, je dis, non. Donc j'ai inventé une histoire, j'ai dit que j'étais prêt ailleurs, tout ça, bref. Je dis non, je vais pas accepter, j'ai raccroché. Donc j'ai refusé l'offre. Donc là, je me suis dit, ok, maintenant, j'ai brûlé le bateau, comme on dit, il n'y a plus de retour en arrière. Maintenant, je me lance quoi qu'il arrive. Et ce jour-là, ça a été un jour extraordinaire. J'ai eu ce qu'on appelle la deuxième naissance. Donc la première naissance, c'est quand on vit au monde. Et la deuxième naissance, c'est quand on trouve ce qu'on veut faire de notre vie. Et là, je l'ai trouvé, moi. J'avais l'impression d'avoir brisé des chaînes. Je me suis senti libre. Je me dis, ça y est, je vais faire ce que je veux. Je vais me battre pour atteindre mon rêve. Et là, je me suis senti surpuissant, d'un coup. Mais vraiment, j'ai l'impression que rien ne pouvait m'arrêter. Donc c'était parti. J'ai cherché une école de coach sportif, donc j'ai passé le BPGEPS. J'avais 6 mois pour me préparer, c'était parfait. Donc j'ai appelé toutes les écoles, j'ai été pris dans 2 écoles. Sauf qu'avant, il faut passer des tests de sélection pour vraiment être pris dans la formation. Je me suis préparé pendant 6 mois, je me suis fait une routine, 2 séances de sport par jour, un régime pour perdre un peu de poids parce qu'à cette époque, j'étais très musculation, j'étais trop lourd et il fallait passer des tractions pour devenir coach. Ok. Et avec mes 90 kilos, je pouvais pas. Enfin, je pouvais, mais j'avais peur de trop stresser, de rater, donc je me suis dit, ok, je vais devenir affûté. Je me suis mis à courir beaucoup, à changer un petit peu mes entraînements, faire très attention à ce que je mange. En parallèle, je commençais déjà à passer des petites formations de mon côté. Donc j'ai un diplôme de personnel trainer de Belgique que j'ai passé à distance. Je l'ai passé avant la formation de BPGEPS pour être prêt. J'ai commencé à beaucoup lire des livres aussi, énormément de livres. Donc de développement personnel, mais aussi d'alimentation, de sport. Je suis devenu amoureux des livres. Mon premier livre, ça a été le livre Les outils de géant de Tim Ferriss, qui a été extraordinaire pour moi. 2 minutes, parlons de ce livre un petit peu. Qu'est-ce qu'il a changé en toi? Alors, ce qui a changé, c'est que c'était mon premier livre de développement personnel et ça m'a vraiment inspiré dans le sens où, en fait, dans ce livre-là, il fait des interviews de personnes qui ont excellé dans leur domaine. Donc, il y a des acteurs, il y a des PDG, il y a des musiciens et il y a des coachs sportifs. J'ai adoré d'ailleurs. Et j'ai vu, en fait, le point commun qu'ils avaient tous. C'était très intéressant. J'ai vu qu'en fait, leur point commun, c'était qu'aucun n'avait la même routine. Donc déjà, il n'y a pas de routine magique. Mais par contre, ils avaient tous une routine. La routine, c'était quoi? Ils avaient tous une certaine discipline. Ils faisaient du sport, ils lisaient tous des livres, ils faisaient de la méditation, de la cohérence cardiaque, quelque chose qui les apaisait, des balades en forêt. Et je me suis dit, d'accord, il faut que je m'instaure une discipline. Donc, le sport, je l'avais. Les livres, j'étais en train de m'y mettre. Je me suis mis doucement à la méditation, à la cohérence cardiaque. Dès que ça va pas, dès que je sens que je monte en pression, je vais faire une petite balade en forêt, tout ça, j'essaye de me calmer. J'ai vraiment beaucoup appris de ce livre. Et ça m'a fait grandir. Ça m'a aussi montré une autre vision, parce qu'on voit la vision des personnes qui ont fait quelque chose d'extraordinaire, entre guillemets. On voit qu'ils ne pensent pas forcément comme la majeure partie de la population. Et du coup, à force de lire, après j'ai lu d'autres livres du même style, à force de lire des livres comme ça, moi aussi je me suis mis dans ce conditionnement. J'ai commencé à penser autrement. Et d'un côté, ça m'a rassuré dans la voie du coup que j'avais choisie. Je me suis dit, ok, je suis sur la bonne voie là. Ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Donc je me forme comme ça. Je suis pris au test de sélection, je les passe. Ça se passe très bien, évidemment, je m'étais préparé, je les passe haut la main, il n'y a pas de souci. Je suis pris à l'école, donc elle est à 1 heure de chez moi, il faut que je fasse la route tous les jours, il fallait que je trouve une salle. Parce que si on n'a pas de salle, on ne passe pas le diplôme. Et la salle, 2 jours avant de commencer, elle me dit qu'elle ne me prend pas. Parce qu'il décide de prendre personne. Gros coup dur. Je dis, pas bon là. Ok, il m'envoie le message, j'enfile un t-shirt, je vais faire toutes les salles de ma ville. Je dis, je vais trouver une salle, c'est impossible. Non, je me suis lancé. 2 salles m'ont répondu.
Et donc le premier qui m'a appelé concrètement, donc c'est la salle où j'ai passé le diplôme, une très bonne salle au Havre, je ne regrette pas du tout. Ça a été un mal pour un bien parce qu'au final j'ai trouvé une super salle, un super tuteur qui est devenu un ami, des super amis là-bas. Et donc il me dit, écoute Jérém, tu peux commencer dès maintenant, viens un peu avant la salle pour te faire la salle. J'ai dit, c'est super sympa, ok, on y va. J'avais aussi un autre problème dont j'ai pas parlé qui s'est posé, c'est que le BPGEPS coûte 7 à 9 000 euros. J'étais un jeune, j'avais pas de boulot, j'avais à peine 6-7 000 sur mon compte. Je fais, il va y avoir un problème financier là. Je fais, bon, réfléchis, j'ai moins de 25 ans, je vais aller me faire financer. Donc j'ai été monter des dossiers. Quand on a moins de 25 ans, on peut faire nos conversions professionnelles et on peut se faire financer nos formations. Je me suis battu, j'ai monté des dossiers, j'ai été accepté. Le financement, je l'ai eu. Je dis, c'est bon. Comme quoi, quand on se bat pour ce qu'on veut, on l'obtient. Ça m'est toujours arrivé ça. Je dis, ok, c'est parti. Je passe l'année du BPGEPS. Donc, musculation, haltérophilie, cours collectifs, j'ai pris la totale. Je me suis dit, j'étais passionné par la musculation, je n'aimais pas les cours collectifs, mais je me suis dit, Jérém, tu le fais à fond, tu deviens une meilleure personne. Les cours collectifs, ça me faisait peur, parce que je suis quelqu'un de très réservé, très timide. Je dis, bah ça te fait peur, fais-le alors. Donc j'ai pris les cours collectifs. Puis c'était aussi pour trouver du travail après, parce que les salles en général prennent pour les cours collectifs. Et donc je prends la totale, tout. Année très éprouvante, année BPGEPS assez éprouvante, mais je la passe bien. Année éprouvante aussi personnellement, parce que j'ai dû passer les fameux cours collectifs. Donc la musculation c'est facile, je suis tout seul dans mon coin, j'étais à l'aise. Cours collectif c'était un autre sujet. Et au bout de 2 semaines, je crois, mon tuteur il me dit, écoute Jérémy, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le vendredi midi, l'un des créneaux où il y a le plus de monde, il y avait 30-35 personnes. Et il me dit, maintenant c'est toi qui vas animer le cours. T'as 2 semaines pour te préparer. Là, j'étais pas bien. Okay. Là... Donc, la semaine d'avant, je dors pas. Je prépare mon cours. Je suis stressé. Avant de monter sur scène, c'est une catastrophe. Heureusement, j'ai une autre coach qui est venue m'accompagner parce que j'étais stressé. Bien sûr. Je me regardais Heureusement, je lisais des livres de développement personnel, notamment un livre de Anthony Robbins, Le pouvoir illimité. Et j'ai retenu un de ses passages, je ne me rappelle plus aujourd'hui, mais à l'époque, qui m'avait aidé. Et je me suis regardé dans le miroir et je me suis récité son passage et je dis, vas-y comme un guerrier. Je me suis imaginé comme un guerrier à ce moment-là. Il donnait ce conseil-là. Mettez-vous dans la peau d'un guerrier. Je me suis dit, j'y vais. J'ai donné mon cours, c'était très difficile, catastrophique. Ah oui. Je tremblais. Ok. Heureusement que l'autre coach était là parce que j'étais pas bien. J'avais 35 personnes, je devais être le rôle modèle. Ils me regardaient tous. Mais à la fin, je l'avais fait. Et ça avait été une victoire énorme pour moi et la coach m'a dit bravo. Le cours s'est bien passé. Le cours s'est bien passé. Catastrophique pour moi intérieurement. D'accord. J'étais en panique. Mais le cours s'est très bien passé. Elle m'a dit bravo, tu t'en es plutôt bien sorti. Tu sais, je te rassure, tout le monde est stressé lors de son premier cours. Mais tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas gagner confiance. Moi, aujourd'hui, j'ai plus peur et ça va aussi t'arriver. Et ça avait été l'une de mes plus grosses victoires. Parce que moi, qui étais extrêmement timide, de donner des cours collectifs, c'est ce qui m'a le plus apporté en BPGEPS. C'était ce que j'aimais le moins, mais heureusement que j'ai pris ça. C'est ce qui m'a fait le plus grandir intérieurement. Parce que maintenant, je dis pas que je suis à l'aise sur scène, mais j'ai plus peur d'aller sur scène. Il y a des preuves. Tu as déjà fait des choses qui prouvent que tu es capable de le refaire. Exactement. J'ai plus peur quand on me regarde dans les yeux, j'ai plus peur de parler à un public. Ça, pour moi, c'est une victoire énorme. Et ça m'a beaucoup apporté dans ma confiance aussi. Et donc, je valide mon année comme ça. Une année qui se passe très bien. Une super année. C'était une année difficile, mais je me sentais tellement bien parce que je faisais ce que j'aimais. Et là, je me suis dit, t'es à ta place. C'était incroyable. Cette année a été incroyable parce que je me sentais à ma place. Je me levais, j'avais envie de me lever parce que je faisais quelque chose que j'aimais. T'étais en train de gravir la bonne montagne. Exactement. J'étais en train de gravir la bonne montagne. Je mettais aussi des routines en place, donc je me levais à 5h du matin. Je tenais ma routine de lecture, etc. Je devenais vraiment une autre personne. Du coup, j'avais de plus en plus de responsabilités dans la salle, je commençais à coacher des gens, tout ça, je gagnais confiance. Ça s'est très bien passé. Et je valide mon diplôme. Du coup, mon tuteur me dit, écoute Jérémy, maintenant tu es sur le marché du travail. Si tu veux des heures chez moi, il faut que tu te lances en tant qu'auto-entrepreneur. Je ne prends pas de salarié. Je le remercie, parce que comme ça, j'ai pas réfléchi 3 ans. Je me suis lancé tout de suite à mon compte.
Sinon, je sais que j'aurais réfléchi pendant des mois à peser le pour et le contre. Et là, il m'a pas laissé le choix. Je le remercie pour ça. Du coup, personne ne l'avait fait avant moi dans ma famille. Je sais pas comment on faisait, mais j'ai été faire des recherches. J'ai créé mon petit auto-entreprise et je me suis lancé. Excellent. Et bon, alors après, j'ai pris quelques vacances quand même, parce que l'année est très très éprouvante. Et je me dis, bon, j'ai mon diplôme, j'ai réalisé mon premier gros objectif là. Ça devient vraiment concret. Je suis coach sportif, j'ai ma carte professionnelle. Je me dis, je vais viser plus haut. Je vais devenir un coach reconnu à l'étranger. C'était, je sais pas, ça me faisait rêver. Et je dis à ma compagne, on va aller en Angleterre, parce que je voulais parler anglais aussi. Nouvelle norme. C'est ça. Par contre, l'Angleterre, c'était trop cher. On n'avait pas les moyens. Je dis, bon, c'est pas grave. On va aller à Glasgow, en Écosse. Ils parlent anglais, c'est un peu moins cher. On prend Airbnb. On part une semaine à Glasgow. À Glasgow, ça se passe moyennement bien parce qu'en fait, sans le savoir, on tombe dans un quartier qu'il fallait éviter. Très difficile. L'appart est immonde. Les couverts, il y a plein de moisissures. Donc, on a un souvenir pas très bon de Glasgow. Hélas, à cause de ça. On regardait par la fenêtre, il y a les enfants qui jouaient dans les poubelles. Donc la ville ne m'a pas transcendé. La langue était une trop grosse barrière. Et moi, j'avais envie de vivre de mon métier. Là, je dis non, ça va pas le faire. Le temps que j'apprenne l'anglais, tout ça, je vais perdre plus d'1 an. On s'en va. On arrête. On force pas. Voilà. On rentre. Je dis, c'est pas grave. Je vais coacher des stars à Paris alors. Je me dis, allez, on tente. J'ai toujours eu ce rêve-là. On va à Paris. Donc on arrive là-bas, on commence par une nuit d'hôtel. Heureusement, ma compagne avait trouvé un travail. On n'est pas parti non plus les yeux fermés. Ensuite, la nuit d'hôtel, il fallait vite qu'on trouve un appart. Donc on trouve le dernier qui restait dans un quartier assez moyen. Mais c'est pas grave, on le paye très cher pour ce que c'était. On était dans un 20 mètres carrés, on n'avait pas de lit. On dormait sur le canapé à deux. Pareil, pas super souvenir. Mais c'est pas grave, je me dis, je suis là pour le côté pro. On verra plus tard le confort. Je fais toutes les salles de Paris. Toutes les salles les plus prestigieuses. Je regarde sur Internet quelle salle il faut faire. Je voulais coacher les stars. Donc j'ai envoyé mon CV partout. 2 grosses salles me répondent. Des salles prestigieuses. Donc il y en a une, ils me disent que c'est ok, veulent bien me prendre, mais pour donner des cours collectifs. Je leur dis non. Moi, je donne plus de cours collectifs. Par contre, j'ai mon diplôme maintenant. Je veux faire du coaching one-to-one. Je veux faire du coaching individuel. Ils me disent non, ça va pas être possible. Je dis bah non alors. Je refuse. La deuxième salle m'appelle et ils me disent écoutez, on veut bien vous rencontrer, sauf qu'au moment où ils m'appellent, ça fait 1 mois qu'on est sur Paris. La vie parisienne ne nous plaît pas tant que ça. C'est un peu trop speed, ma compagne s'y plaît pas trop. Tu te vois pas continuer sur Paris, quoi. C'est ça, et surtout qu'il y a beaucoup trop de coachs sportifs. En fait, je me suis senti un peu noyé. Et puis à ce moment-là, je postais déjà un petit peu sur Instagram et des gens du Havre commençaient à me contacter. J'ai réfléchi, je me dis attends, est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt un truc à faire au Havre? Plutôt que de chercher à être dans une grosse ville et être un tout petit dans une grosse ville, pourquoi j'essaierais pas de retourner dans ma ville qui est plus petite que Paris, mais où du coup je pourrais être plus gros, où je pourrais être presque le numéro 1 presque. J'y réfléchis beaucoup, ça me perturbe pas mal. Puis je me dis, au bout d'1 mois, je me dis, ok, non, je vais retourner sur le Havre. Je le sentais. Je sentais que je pouvais faire quelque chose là-bas. Le coaching individuel était très peu développé là-bas. Je me dis, je sens que je peux faire quelque chose. On abandonne Paris et on retourne au Havre. Et là, c'est décidé, je vais percer au Havre. Donc du coup, j'avais déjà 2-3 clients qui m'avaient contacté sur Paris. Je leur ai dit d'attendre, ils sont très gentils, ils m'ont attendu. Et j'avais mes 3 premiers clients. C'était incroyable. Mes premiers clients, je recevais mon premier argent. Première séance, je l'ai facturé rien du tout, mais ça me semblait tellement énorme pour moi. Ça devenait clairement concret. Voilà, concret. Et là, je me suis dit, les gens sont prêts à me payer pour ça. Ça veut dire que je peux en vivre. J'ai commencé à y croire. Parce qu'en formation, ils nous avaient dit, vous ne vivrez jamais du coaching sportif. Vous devez faire des cours co. Coaching sportif, c'est bon pour la prépa physique, c'est bon si vous avez des connaissances. Quand ils m'ont dit ça, je leur ai dit, je me suis dit dans ma tête que j'allais les faire mentir. Monsieur, moi, c'est mon rêve. Je vais vivre du coaching individuel. C'est pour ça, mais ils avaient installé ce doute en moi quand même. Et donc quand ça devenait concret, je dis bon, des gens sont prêts à me payer. Alors je me rentrais pas encore un salaire, mais je touchais mon premier argent. Donc je fais mon petit bonhomme de chemin,
Et quelques semaines plus tard, j'ai un groupe à ma salle où je m'entraîne qui monte une petite équipe pour faire une compétition de bodybuilding. Et ils me disent, Jérémy, est-ce que tu veux nous accompagner? Je leur dis, quoi? Je me sentais pas du tout avoir le niveau. Et il me dit, si, t'as le physique, viens, viens, tu vas pas le regretter. Non. Je me revoyais, moi, commencer la muscu, pas confiance en moi, très maigre, enfin. Et là, on me propose de faire une compétition de bodybuilding. Et du coup, je réfléchis, je dis, pourquoi pas? Ça me fait peur, ça va me faire sortir de ma zone de confort, pourquoi pas? Et surtout, ça va me faire gagner en expérience en tant que coach sportif, parce que je vais me mettre à la place d'un athlète. Et je me dis, là, c'est le côté extrême de la musculation à compétition. Je leur dis, ok, je viens, je la fais. J'ai 10 semaines pour me préparer, 10 semaines pour sécher. Donc, je sèche, ça a été très difficile. Alors, heureusement, on s'est soutenu. Heureusement qu'on l'a fait ensemble, parce que première sèche de compétition, très difficile, mais c'est là où j'ai le plus appris sur moi. Ça a été la meilleure expérience que j'ai dans le sport. J'atteins un physique, je ne savais pas s'il allait suffire pour la compétition. Mais voilà, j'arrive sec, j'ai réussi à perdre 12 kilos en 10 semaines. Et arrive le jour de la compétition. Et donc, la compétition se passe très bien. Et j'arrive 4e des demi-finales France. On était une dizaine d'athlètes sur scène. Et là, ça a été une sensation extraordinaire. Alors, du coup, je suis passé à une place du podium. J'ai presque même été un petit peu déçu de ne pas monter sur le podium. Mais je me dis, 4e, des gens ont jugé mon physique. Et là, sur scène, je me revoyais moi en train de commencer la muscu par confiance en moi. Et là, je me dis, des gens sont en train de juger mon physique. Et j'arrive 4e des demi-finales France. J'étais qualifié pour la finale. C'était incroyable. Tu t'es vachement réinventé. C'est-à-dire que tu es passé d'une personne qui était timide, pas de confiance en soi, qui avait du mal même à se regarder dans le miroir, tu me disais tout à l'heure, à participer à une compétition de bodybuilding, à être coach sportif à son compte et bientôt en vivre, à faire tomber tes croyances limitantes, à reprendre confiance en toi-même, arriver à regarder les gens dans les yeux. Tu t'es complètement réinventé en quelques années. Tout ça, c'est un travail qui s'est fait petit à petit, ça vient pas du jour au lendemain, mais c'est grâce à la discipline de lire des livres, d'écouter des vidéos de motivation. J'allais te poser la question, du coup, qu'est-ce qui selon toi a fait que tu en es arrivé là? Quels ont été les piliers en fait? Clairement ça, alors il y a eu deux choses, il y a eu la discipline et il y a eu la souffrance aussi, souffrance d'avoir peur de ce qu'elle est, de pas être dans une vie qui me fasse plaisir, et cette peur m'a vraiment poussé à passer à l'action. Je pense que la peur est quelque chose de puissant. Et moi, en quelque sorte, ça m'a aidé parce que ça a été un moteur pour moi. Quand il y a un moment difficile, enfin très régulièrement, en fait, je me projette en fin de vie et je me dis, ok, si tu repenses au toi de maintenant, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ça m'aide beaucoup de faire ça, de me projeter comme ça à la fin de ma vie. Ça m'aide à prendre les bonnes décisions et ne pas avoir de regrets. Parce que ma plus grande peur dans la vie, c'est de finir avec des regrets. Ça, c'est ce que je me dis depuis assez jeune d'ailleurs. Et c'est ce que je me dis très régulièrement. C'est ce qui m'a poussé à devenir coach, c'est ce qui m'a poussé à faire la compétition. Et souvent, ce qui m'a fait le plus peur, c'est là où j'ai eu les plus belles victoires et c'est là où j'étais le plus fier de moi. Donc, souvent, j'ai cette pensée et ça m'aide beaucoup. Et du coup, cette compétition se passe, très belle expérience. Maintenant, je me concentre sur ma carrière professionnelle qui explose assez rapidement, honnêtement. Moi-même, je suis le premier surpris. En fait, très vite, j'ai commencé à faire les choses qu'il fallait faire. Tu as lancé la locomotive, c'est parti. Ouais, j'ai lancé la locomotive, le bouche à oreille commence à faire son effet. J'étais toujours dans la salle où j'ai passé mon stage. Ça se passait extrêmement bien. Le patron est un ami à moi et il me laissait beaucoup de liberté. Il me dit, Jérémy, tu te sers de la salle pour faire tes coachings, t'inquiète pas, tu te développes. Ça a été incroyable. Ça a été l'une de mes plus belles rencontres dans ma vie, cet homme-là, parce qu'il m'a aidé à me lancer. Puis il est très inspirant aussi. C'est un entrepreneur, il est très inspirant. Et c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça dans son entourage. Et donc ça m'a beaucoup aidé. J'ai très vite compris qu'il fallait me servir des réseaux, j'ai créé mon site internet qui m'a beaucoup aidé. Et j'étais l'un des seuls à faire ça au Havre, à être visible sur les réseaux et sur internet. Personne, aucun coach sportif au Havre ne faisait ça. Et c'est ça qui m'a fait exploser. Parce que les gens, quand ils m'appelaient, ils me disent, on trouve que toi en fait. Sans le vouloir, j'ai fait ce qu'il fallait et j'ai explosé. Donc au bout de 3 mois, je vivais de mon activité. Des petits salaires, certes, mais je vivais de mon activité, je me rentrais un SMIC. Et ça montait de mois en mois. Ça montait... Donc tu leur as effectivement donné tort à tes professeurs de l'époque. Je leur ai donné tort.
Et ça, j'y repense régulièrement. Je me dis, comme quoi, il faut vraiment croire en ses Il y a rêves. ses propres croyances limitantes et il y a celles aussi des autres. Celle des autres est assez violente, oui. Parce que ça peut te freiner. Déjà que toi, enfin, moi, j'ai tendance à m'en mettre facilement. Je sais que beaucoup aussi. Donc, en plus, les autres qui viennent te mettre leurs croyances limitantes, ça fait une montagne qui paraît énorme. Mais ce qui est super inspirant avec ton histoire, et on est loin d'avoir fait le tour, hein, on va y venir petit à petit, mais c'est que peut-être que certains pensent que ouais, coach sportif, on en voit de partout aujourd'hui, tu vois, c'est pas... Oui, mais pour toi, c'était une de tes plus grandes peurs et quelque chose d'inatteignable. Donc pour toi, c'est incroyable. Tu vois, c'est ça qui est fou. Oui. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Et c'est ça, et de toute façon, le courage, comme on dit, c'est pas de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est de faire quelque chose qui te fait peur. Et de le faire quand même. Et de le faire quand même. C'est ça. Donc, limite, quelqu'un qui a une phobie des araignées, il sera plus courageux à tenir face à une araignée plutôt que quelqu'un qui saute en parachute, mais descend en parachute, il en fait 1000 par jour. Donc en fait, effectivement, c'est notre perception qui fait le courage. Tout à fait. Mon activité, donc j'en reviens, se développe très bien, et là, je vis vraiment l'une de mes plus belles périodes de ma vie. J'ai l'impression d'être inarrêtable. Tout se développait bien. Physiquement, j'étais au top. Professionnellement, j'étais au top. Au niveau amour, j'étais très bien aussi. J'étais avec ma copine. Je me suis dit, c'est incroyable, j'ai bâti la vie que je voulais. Et je me levais le matin, j'avais une énergie, mais je me levais à 5h du matin. J'avais hâte de commencer la journée. J'avais hâte, je me suis dit, ça va être une belle journée. Et tous les matins, je me suis dit, j'ai de la chance. Ça, t'es allé l'arracher, mon gars. Et oui, c'est ça. Et j'étais vraiment fier de moi. Et tous les jours, je me félicite d'avoir pris cette décision d'être devenu coach. Tous les jours, j'y pense. Je me dis, j'étais à 2 doigts. Je me dis, heureusement que j'ai pas écouté trop les autres et que je me suis lancé. Et là, j'ai vécu une période vraiment après l'année qui a suivi. Ça faisait que monter, tout se passait bien. Je me suis dit, c'est bon, la vie, elle est faite. C'est bon, c'est réglé. Sauf que la vie en a décidé autrement. Je pense que là, elle a voulu me faire descendre de mon petit nuage. Elle s'est dit, on va te calmer un petit peu. L'année 2019, donc c'était une petite année après ma compétition d'ailleurs, je passe mon échographie, que je passe tous les ans depuis ma naissance pour mon cœur. Les échographies, j'en passe depuis ma naissance, je sais comment ça se passe parfaitement. Ce jour-là, elle a été plus longue que prévu. Et à la fin, le médecin il me dit, écoute, va falloir faire d'autres examens. Ça a bougé. Je dis, d'accord. Je passe toute la fin d'année 2019 à passer des scanners, des examens. Et en décembre 2019, on me dit, bon, ton problème a bougé, pas dans le bon sens. Il va falloir que tu te fasses opérer. Une deuxième fois. Très honnêtement, sur le coup, je prends ça un peu à la légère. Parce que moi, problème de cœur, on m'en parle depuis que je suis né. On me prévient depuis que je suis né que je vais devoir subir une nouvelle opération. Donc moi, je prends ça assez à la légère, comme si j'allais chez le dentiste, quoi. C'était ok, opérez-moi, faites votre boulot. J'avais l'habitude qu'on me parle de ça. Et on me dit, t'inquiète pas, il y a une opération qui existe, donc ça s'appelle l'opération de Ross. Tu n'auras aucun problème, tu pourras vivre normalement après, tout va très bien se passer. Je dis, c'est parfait. Je rencontre mon chirurgien en février 2020, donc c'était pendant la crise du Covid d'ailleurs. Un petit peu avant, je sais plus, mais... Et donc il regarde mon dossier, il me dit, bon Jérémy, effectivement, t'as un gros problème. Il me dit, par contre, t'es jeune. Il me dit, on va pas pouvoir faire l'opération qu'on devait te faire. Bon, je dis, c'est quoi le choix? Et il me dit, là, on doit opérer parce que ton cœur, il a une espérance de vie de 5 à 10 ans maximum. Donc déjà, de te dire ça quand t'as 28 ans et que tu prends soin de toi, ça fait bizarre. En général, t'entends ça que dans les films ou les séries. Quand ça t'est destiné, tu te prends une petite balle quand même. Je dis, ok, c'est pas grave, opérez-moi, réglez le problème. Il me dit, voilà, t'as 2 solutions. Soit on te met la valve biologique, mais vu que t'es jeune, je te déconseille parce qu'elle a une espérance de vie de 10 ans. Donc il faudra que tu repasses sur la table à chaque fois. Mais à chaque fois que tu vas repasser sur la table, ça va doubler les risques de mourir ou de finir handicapé. Je dis, non, peut-être pas alors. Il me dit, la deuxième option, celle qu'on met à ton âge, c'est la valve mécanique. Par contre, la valve mécanique, ça veut dire des contraintes à vie, traitement à vie, faire attention à ce que tu manges à vie, un bruit à vie, et un suivi à vie. Quand il m'a dit ça, les 2 seules options que j'avais, aucune me convenait. Je me suis écroulé sur mon fauteuil. J'ai regardé dans le vide et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive?
Je me suis rendu compte de la puissance des mots ce jour-là, comme quoi on pouvait faire mal avec des mots, parce que je me suis pris un vrai KO là. Là, j'étais en face de Mike Tyson sur un ring, il m'avait mis KO là. Je me suis reculé sur mon siège, je comprenais pas ce qui m'arrivait, je suis resté, mais... Et il a vu que j'étais complètement désemparé. Il m'a dit, bon, attends, je vais en parler à un de mes confrères, je reviens vers toi. Il sort de son bureau, il dit, ok, je veux bien essayer la première option, qui est l'opération de Ross, pour pas que tu aies d'effets secondaires. Par contre, il me dit, il faut que tu prennes une option de secours. Si ça fonctionne pas, on te mettra l'option de secours. Je dis, ouf, ok. Bon, je dis, bon, bah, mettez-moi la valve mécanique, mais je dis, c'est un peu dans le vide, parce que pour moi, il fallait que la première option fonctionne. Il était hors de question que je vive avec des contraintes à vie. Mais la valve mécanique, c'était pas l'option numéro 2 ? Si, c'était option numéro 2. Et donc là, tu pars sur quel plan ? Sur l'opération de Ross, qui est celle où vous allez m'opérer, que j'allais pas avoir d'effets secondaires, et qui avait une espérance de vie, je sais plus, mais très longue. En fait, c'était une opération qui était idéale, mais il voulait pas me la faire parce qu'elle était beaucoup plus risquée, et moi, j'avais un cœur très fragile et j'étais jeune encore. D'accord. Et donc, il me dit, voilà, par contre, si on te fait Ross, t'as 2 fois plus de chances de finir handicapé ou de mourir. Alors, les chances restent minimes, c'était l'ordre de moins de 5%, mais il m'a dit, il faut que tu saches que tu as 2 fois plus de chances que ça t'arrive. Je dis, c'est pas grave, on fait Ross. Je vivrai pas avec des contraintes à vie. J'ai pas hésité une seule seconde. Par contre, j'ai dit, on prend la valve mécanique qu'en option de secours, voilà, okay. Parce qu'il pouvait voir qu'en m'ouvrant si ça allait le faire ou pas. Il pouvait pas le voir autrement. Donc, j'attends l'opération avec... Enfin, j'ai hâte, quoi, parce que... Le problème, c'est que d'ici à ce que je me fasse opérer, mon cœur était tellement fragile qu'il fallait que j'arrête la muscu. Ça a été un énorme coup dur. Là, ça a été un autre gros cas où j'ai pris, parce que la muscu, à ce moment-là, c'était toute ma vie. J'étais à fond, quoi. J'étais tous lancé. T'as appris ça en même temps ? Un petit peu après, on m'a appelé. Ah, ok. On m'a dit, Jérém, la muscu, là, par contre, c'est fini. Ton cœur, en gros, ton cœur peut lâcher à tout moment, là. Si je force, ton cœur peut se fissurer, c'est fini. Wow. Alors... il m'avait pas interdit les entraînements, il m'avait interdit de pousser fort. Donc j'ai quand même continué à muscu. Un petit peu en contre-indication, mais j'y allais très doucement. Je me suis dit, bon, je vais faire du léger, mais il fallait que j'aille à la salle. C'était pas possible, je pouvais pas m'arrêter. Donc j'allais à la salle, je faisais du très léger. Et j'ai quand même perdu pas mal de masse musculaire. J'ai pas mal perdu mon physique que je m'étais construit. Du coup, j'avais hâte que l'opération arrive. J'attendais que ça. Je me suis allé, opérez-moi, que ça soit derrière nous et qu'on n'en parle plus. J'étais un peu dans cette optique. Donc arrive, c'était en été 2020, arrive le jour de l'opération. Le moment que je redoutais le plus ce jour-là, c'est la veille au soir, quand j'allais me retrouver tout seul dans ma chambre. C'est un moment que je redoutais énormément parce que je ne savais pas comment j'allais réagir. Et quand je me suis retrouvé à ce moment-là, en fait, ça a été très étrange parce que je me suis senti extrêmement serein. En fait, quand on vit ce genre de situation, alors je parle pour moi, je ne sais pas si tout le monde vit la même chose, c'est tellement énorme ce qui va nous arriver le lendemain, de savoir qu'on va nous ouvrir en deux, nous bidouiller le cœur, qu'on peut ne pas se réveiller. C'est tellement énorme qu'en fait on ne stresse pas. C'est trop inimaginable. Et j'étais d'une sérénité. Même on devait me donner... En général, ils donnent des cachets pour calmer du stress. Ils m'ont même pas donné de cachet. Et je me suis dit, ok, demain, il est possible que je me réveille pas. Alors, les chances étaient minimes, mais c'est possible. Ça m'a permis de faire un petit bilan de ma vie. Je dis, bon, est-ce que je suis fier de moi actuellement ? Imaginons que je pars demain, est-ce que je suis fier de moi ? Et la réponse était oui. J'avais réalisé mon rêve. Wow. J'étais fier. Et je me dis, ok, je peux partir demain. De toute façon, j'aurais pas pu faire mieux. Et ça m'a soulagé, je me suis senti léger. Et ça m'a encore réconforté dans le fait d'avoir choisi cette voie, parce que là, je me suis dit, c'est-à-dire que le jour où j'arriverai à la fin de ma vie et que je repenserai à ça, j'aurai pas de regrets. Parce que là, j'en avais pas ce jour-là. Et je savais que j'avais pris la bonne voie. Impressionnant. Et si tu n'avais peut-être pas pris cette décision de devenir coach, d'entreprendre toutes les démarches, etc., tu serais peut-être super stressé la veille de l'opération, ça se serait mal passé, tu te serais pas réveillé comme tu le disais. Mais c'est ça, et puis surtout que... Tu t'es sauvé toi-même. Oui, et le soir même, j'aurais eu des regrets. J'aurais dit, ah voilà, si la vie s'arrête maintenant, j'ai même pas essayé de devenir coach. C'est une petite mort. Ouais, c'est ça. Et donc, je passe une super nuit. Bizarrement. Je m'endors, je passe une super nuit. Je me réveille le lendemain. Je vis mes premiers moments un petit peu gênants, parce qu'il faut qu'on nous rase tout le corps. Donc déjà, il y a 2 femmes autour de moi qui me rasent tout le corps. Je dis bien tout le corps. Donc c'est très gênant. Déjà, moi qui suis pudique, à la base réservé. On vient me chercher à 8h, on me dit c'est parti. J'ai le souvenir d'une ambiance très calme. Je pense que les filles ont l'habitude, parce que c'est extrêmement calme.
Je me rappelle regarder le plafond et je dis ça y est, j'y vais. Je regarde, je croise une autre personne qui va aussi se faire opérer. On se regarde dans les yeux, on se dit rien. Ce moment-là est assez puissant. Chaque fois, je revois son visage. Et je rentre dans la salle d'opération. Et je m'endors. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Je vois tout tourner et je m'endors. Je me réveille le lendemain. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Réveil extrêmement difficile. J'ai chaud, j'ai mal. Je me dis que je ne peux pas parler. Je peux à peine bouger. Et je suis dans le noir. J'ai l'impression de me réveiller dans un film d'horreur. C'était pareil. J'ai l'impression qu'on m'avait enchaîné. Puis je me rendors. Je me réveille. Je vois des gens qui s'affolent autour de moi. En fait, il faut savoir que le jour même, j'aurais dû me réveiller à 16h. Je me suis réveillé qu'à 23h. Parce que j'ai fait une hémorragie. Et ils ont eu du mal à me réveiller. Donc ça s'est pas passé comme prévu. Le réveil était difficile. Et je sens des gens bouger autour de moi à mon réveil. Je comprends pas ce qui se passe. On me dit « Ça va monsieur ?» On me retire un tuyau dans la gorge énorme. J'étais à deux doigts de m'étouffer. Et il me dit « Vous pouvez parler ?» Je pouvais pas parler. Je pouvais pas prononcer un mot. Donc je dis un petit « oui » très difficilement. Après, la première chose que je dis, c'est « Ross ». Je dis juste « Ross ». Genre, est-ce que Ross a fonctionné ? Et on me dit « Non ». Et là, je n'y crois pas. Je dis « Non, il se trompe ». Je me rendors parce que j'étais... En fait, tu comprends qu'on t'a pas fait ce qui était prévu. Alors, mais là, je prends pas encore conscience. Tu sens qu'il y a un truc mais qui oui, va je pas, sens qu'il y a un truc qui va pas, mais je veux pas le croire. Pour moi, c'est impossible, ça a fonctionné. Je veux que ça a fonctionné. Mais j'étais sous l'effet de la morphine. Ils nous shootent à la morphine parce qu'on a trop mal. On vient de m'ouvrir en deux la cicatrice avec une scie. Donc je me rendors. Je suis complètement dans les gaz. Je me réveille. Il fait jour, là, déjà, je vois un peu autour de moi. Mais toujours dans les gaz. La morphine, ça a des effets... Et je dis à la première chose que je dis, Ross, ça a marché ? On me regarde, on me dit, non, vous avez la méca. Je dis, non, elle se trompe. C'est sûr qu'elle se trompe. C'est impossible, j'ai pas la méca. Je demande une troisième fois à une autre personne, parce que je voulais pas le croire. Je dis, ça a marché, Ross ? Et elle me dit, non. Et je vois écrire sur le tableau en face de moi, Monsieur Ed, valve mécanique. Wow. J'en prends conscience que là, ma vie ne va plus être la même, que je vais vivre avec toutes ces contraintes. Et là, je suis resté un peu... Là, c'était un gros chaos, un autre gros chaos que je me suis pris encore. Je suis resté bouche bée, je regardais le vide et je me dis, c'est pas possible. Je vais pas vivre avec un traitement à vie, je vais pas vivre avec... Je pouvais pas le croire, je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, j'ai vécu comme ça mes 3 jours en réanimation. Donc, pour toutes les personnes qui vont passer par la case opération, le plus dur, c'est la réanimation. Après, ça va mieux. Je tiens à le dire, la réanimation, c'est pas très long. Mais il faut s'accrocher un petit peu. Donc là, 3 jours à la réanimation, j'ai pris pas mal de coups moralement aussi parce que c'est dur. La douleur, on s'habitue. T'as tellement mal que tu peux pas bouger la tête. Tu peux rien faire tout seul. Donc je buvais qu'une paille, je mangeais pas, on venait me laver, je pouvais pas aller aux toilettes. Et c'est ça qui a été le plus difficile. C'est le manque d'autonomie. C'est ce que j'ai le plus mal vécu. J'ai pris un gros coup à ma dignité. Et c'est ça que j'en garde les pires souvenirs de ça. C'est qu'on soit obligé d'être à 3 pour me laver, que je puisse pas aller aux toilettes tout seul, qu'on soit obligé de m'essuyer, qu'on m'aide pour manger. À 28 ans, coach sportif, j'ai l'impression qu'on m'a fait dégringoler de la montagne en un coup là. Que la vie, elle m'a fait, tiens, retourne, bas, ouais. Voilà, retourne un peu au sol, regarde ce que c'est un peu. La réanimation a été, je l'ai assez mal vécu, moralement. Je l'ai assez mal vécu. J'avais hâte de sortir de là-dedans. Et au bout de 3 jours, on me dit bon, c'est bon, vous pouvez sortir, vous allez dans un service classique, libération, donc on doit me débrancher. Moment difficile physiquement, parce que quand on te débranche, t'es plus endormi et t'es branché de partout. Donc on t'arrache des câbles d'un peu partout qui passaient dans mon ventre, qui passaient... Ça fait assez mal, je vais pas le cacher. Wow. Donc douleur physique à ce moment-là. Mais j'étais content de sortir. Et je sors. Et donc là, je passe à peu près un petit 15 jours à l'hôpital où je me remets doucement. Donc après, ça va vite. Je me remets bien. Je commence à me balader en fauteuil roulant dans l'hôpital. Ça me fait du bien de sortir. Je commence à manger tout seul. Je commence à aller aux toilettes et me laver tout seul. Et ça a été l'une des choses les plus agréables de toute ma vie. Et c'est là où on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Parce que quand on vit ce genre de moment, on se rend compte que les choses simples de la vie sont une chance. C'est pour ça que les exercices de gratitude, beaucoup le conseillent, parce que je trouve que c'est assez puissant pour remettre un petit peu les pieds sur terre. Tu vois, là, on est tous les deux en train de parler. On a une chance inouïe d'être là.
Parce que tu vois, quand j'étais à l'hôpital, je regardais une vidéo de motivation sur YouTube. Dans la vidéo, il disait à l'heure actuelle, il y a peut-être quelqu'un qui t'écoute sur son lit d'hôpital et qui n'a pas les mêmes chances que toi. Quelque chose comme ça. Et le jour où j'ai écouté cette vidéo, c'était moi le mec sur le lit d'hôpital. Et je me dis, quand je sors de ce lit, je vais devenir le mec qui agit du coup. C'était vraiment important pour moi. Donc cette vidéo a fait tilt parce que je me suis rendu compte que ça n'arrive pas qu'aux autres et que là c'était moi, le gars qui... Et peut-être qu'aujourd'hui là, quand quelqu'un va regarder ce podcast, ça va être lui qui va être sur ce lit d'hôpital, ça va être lui qui va avoir un moment de détresse, qui va être en dépression et qui va être au fond du trou. Et du coup, moi, une phrase qui m'a aidé, très cliché, très bateau, mais que j'aime beaucoup, c'est que la douleur est temporaire. Fais en sorte de revenir plus fort, mais dis-toi que c'est temporaire. Okay, donc sers-toi de ça, donne-toi des objectifs. Moi, je me suis du coup donné des objectifs très importants à mes yeux. Je me suis dit, là, ça a été un moment difficile. Du coup, je cherchais sur Internet des gens qui avaient vécu la même histoire que moi pour essayer de voir comment ça se passait après. J'ai absolument rien trouvé. Mais rien. J'ai l'impression que personne n'avait vécu ce que j'avais vécu. Je dis, c'est moi qui vais mettre le contenu qu'il faut. C'est moi qui vais aider les gens qui sont sur le lit d'hôpital. Et c'est pour ça que je partage ces vidéos sur YouTube que je partage mon histoire, que ça me tient à cœur, que je suis là aujourd'hui aussi. Du coup, ça a été la mission que je me suis donnée, qui m'aide. Je le fais pour les autres, mais je le fais aussi pour moi. Parce que ça m'aide à avancer et ça me donne une mission importante. Et tu vois, je me dis que la vie n'a pas forcément voulu de moi. Je suis là encore grâce à la médecine. Donc je veux prouver à la vie qu'elle a eu tort en faisant quelque chose d'assez incroyable et d'aider un maximum de personnes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très content d'être coach sportif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne des gens à se remettre en forme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je partage mon histoire. C'est aussi pour moi que je fais ça, pour prouver à la vie qu'elle a eu tort de ne pas vouloir me laisser vivre plus longtemps. Parce que si j'étais né 100 ans avant, sans la médecine d'aujourd'hui, je ne serais pas là. Donc ça permet de m'aider et de prendre une petite revanche, entre guillemets aussi, sur ce qui m'est arrivé. Wow, impressionnant. Respect pour le parcours, pour la mentalité que tu as dû entretenir, développer et appliquer pendant ton opération, l'après. Maintenant, quel changement ça a créé dans ta vie, cette opération? Tu parles de ce traitement. C'est quoi ce traitement? Alors, j'ai un traitement anticoagulant parce que je dois prendre des médicaments tous les soirs et je dois surveiller la fluidité de mon sang avec une petite machine régulièrement chez moi. Je dois rester entre un chiffre. Si je suis trop bas, je risque un AVC. Si je suis trop haut, je risque une hémorragie interne. Parce que si je suis trop bas, en fait, des petits caillots de sang peuvent se former et bloquer la valve mécanique. Parce qu'aujourd'hui, donc, j'ai toute une partie du cœur qui est mécanique. Hein. Et donc, si ça se passe, je fais un AVC. Donc, si je reste pas dans ce chiffre, il m'arrivera quelque chose. Il y a de grandes chances qu'il m'arrive quelque chose. Et il y a une fourchette assez large ou pas tant que ça? C'est assez réduit. Après, en général, si je fais attention à ce que je mange, donc c'est pour ça que je dois faire attention à ce que je mange, parce que c'est la nourriture qui fait varier la fluidité du sang. Normalement, ça bouge pas trop, mais de temps en temps, oui, j'ai des pics, tout ça, donc je dois régulièrement surveiller. Ça t'est arrivé d'être trop proche de l'une des limites? Oui. Après, logiquement, on fait pas un AVC du jour au lendemain. Je pense qu'il faut rester un certain temps hors des limites, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Dans ce cas-là, je règle moi-même mes cachets. Tu sais comment réagir? Maintenant, oui. Avant, il fallait que j'aille voir mon médecin. Ok. Maintenant, je sais. Donc, j'ai aussi le bruit, j'entends constamment. Ce bruit qui, d'ailleurs, au début, m'a empêché de faire de la méditation parce que ça me troublait trop, m'a empêché de dormir. Ton cœur mécanique Mon cœur mécanique qui bat très fort. Wow. Maintenant, c'est un bruit de fond, je m'y suis habitué. Il y a encore des moments un peu difficiles, comme quand je suis dans une salle d'attente avec beaucoup de monde et que tout le monde se demande qui claque comme ça, c'est moi. Je sais pas si on l'entend depuis tout à l'heure. Je sais pas. Là, je l'entends un petit peu dans le retour, ouais. Mais essaye de le rapprocher, tiens, juste pour voir. On l'entend clairement. Incroyable. Et c'est toutes ces contraintes, et du coup, il y a des activités que je ne peux plus faire non plus. Les sports d'impact, boxe, rugby, les sports extrêmes, parce qu'il faut que j'évite d'avoir des chocs, parce que le traitement anticoagulant nous fait avoir des bleus énormes. Si j'ai un saignement, mon saignement est x10. Il faut surtout pas que j'ai un choc au crâne, parce que sinon ça peut être très grave, il faut que j'aille aux urgences tout de suite. Donc voilà, dans la vie de tous les jours, c'est un peu pénible, parce que dès que je me coupe un petit peu, ça pisse le sang, tout ça, mais on fait avec. Mais il faut que je fasse attention à tout ça, aux activités que je fais.
Et donc tu me demandais ce que ça avait changé. Ça a beaucoup changé mon état d'esprit. Effectivement, sur plusieurs points. Donc cette opération, je vois la vie complètement autrement. Déjà, je vois le sport autrement. C'est-à-dire qu'avant, mon objectif, c'était juste d'être le plus musclé, le plus énorme possible. Maintenant, mon objectif avant tout, même si c'est toujours d'avoir un très bon physique, je ne vais pas le cacher parce que ça m'aide à avoir confiance en moi, mais c'est surtout d'être en bonne santé. Donc j'ai un petit peu changé la façon de m'entraîner, la façon de manger. Je cherche plus à être le plus énorme. Là, je suis à 10-15 kilos de moins de ce que j'étais avant. Donc déjà, ça m'a permis d'un côté de relâcher cette obsession que j'avais pour mon physique. Parce que oui, au début, ça m'a aidé, mais après, c'est devenu une obsession, mon physique. Je suis tombé dans le côté un peu extrême. J'en étais arrivé à un point où je me voyais pas musclé comme j'étais. Les gens me disaient que j'étais trop musclé. Moi, je me trouvais maigre. Donc, je souffrais d'une déformation de ce que je voyais de ma propre personne. Et ça m'a permis de me libérer de tout ça. Je suis plus cool. Si je rate une séance de temps en temps, c'est pas la mort. Si voilà. J'ai réussi à relâcher un petit peu. Par contre, je fais très attention à ma santé. Donc ça m'a permis de voir le sport autrement, la transformation physique autrement. J'ai quitté mon côté extrême. Ça, et puis bien sûr, c'est logique, mais l'importance de la vie et l'importance de certaines choses. Et déjà, ça m'a conforté dans le fait d'avoir choisi cette voie, de faire quelque chose qui me plaît. Parce que c'est pareil, si j'avais subi cette opération sans faire un métier qui me plaît, je pense que je l'aurais 10 fois plus mal vécu. Mais là, ça me pousse tellement de faire un truc qui me plaît, de booster les autres, d'accompagner des personnes. Ça m'aide moi aussi à aller de l'avant. Donc heureusement que je fais ce métier. Heureusement, ça a été un vrai traitement pour moi. Je me suis réfugié là-dedans. Et puis, du coup, ça me donne presque une mission de vie de me dire t'es presque une source de motivation pour les personnes qui vont passer par là. Clairement. Et ça me plaît. Et je me dis, c'est cool. Ça me donne ma mission de vie. Et je le répète, c'est pour ça que je partage tout ça. C'est pour ça que ça me tient à cœur. C'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Quelles étaient tes attentes en venant ici, même avant notre premier appel, et quelle est la réalité au final? Déjà, il faut savoir que j'ai mis 3 jours avant d'envoyer le mail. Et parce que c'est quelque chose qui me faisait peur de me confier comme ça. Des milliers de personnes vont me voir. Et je me suis justement, c'est encore une façon de sortir de ta zone de confort. Et en général, quand tu as envie de faire quelque chose et que ça te fait peur, c'est que c'est la bonne direction à prendre. Donc je t'ai envoyé le mail. Je l'ai fait pour 3 raisons. La première raison, c'est que j'ai envie de motiver des gens qui vont passer par des moments difficiles. Donc moi, ça a été opération du cœur, mais ça peut être plein d'autres choses. La deuxième raison, c'était pour sortir de ma zone de confort et gagner encore en expérience. Parce que de faire ça, c'est vraiment pas évident. Et donc je me suis dit que ça allait me faire grandir. Et la troisième raison, je ne vais pas le cacher, c'est aussi pour montrer un petit peu que je suis là, me faire connaître et montrer ce que je propose et me donner de la visibilité. Ça a été les 3 sources de motivation qui m'ont poussé à t'écrire. Et donc on s'est rencontrés tout à l'heure. Donc je m'attendais à, comme je te l'ai dit, à quelque chose d'assez... d'arriver dans des studios énormes, des équipes. Et en fait, non, je t'ai rencontré, t'es quelqu'un de très, très humain, très sympa, le courant est très bien passé entre nous. Et donc, je suis très, très content de faire ça, d'être là aujourd'hui avec toi. Je suis très content de t'avoir rencontré aussi. Et je ne regrette pas du tout. Et donc, ça confirme encore une fois le fait que quand on a peur de faire quelque chose, mais qu'on veut le faire, il faut le faire. Au pire, j'aurais rien perdu. Mais au mieux, voilà, je suis là. Et c'est génial. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune homme ou une jeune femme qui rentre dans la vie active et qui est en train de passer par ce par quoi tu es passé quand tu étais plus jeune, à savoir... Là, je me suis engagé sur cette voie, je suis pas sûr qu'elle me convienne, j'aimerais faire autre chose, peut-être que je sais pas encore exactement ce que c'est, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que là où je vais, pour l'instant, c'est pas là que je veux aller. Quel conseil tu lui donnerais pour se recentrer, pour se recadrer? Alors déjà, c'est sûr que si on est malheureux ou déprimé trop longtemps, c'est que quelque chose ne va pas. C'est qu'il faut changer quelque chose à notre trajectoire. Après, je serais peut-être pas trop extrême à dire abandonnez tout et puis lancez-vous... Je dirais, vous pouvez jouer un petit peu la sécurité, y aller petit à petit, mais en tout cas, mettez des actions en place pour avancer vers ce qui vous fait vraiment vibrer. Et vous allez y arriver à un moment. Si vraiment ça vous tient à cœur, tant que vous n'abandonnez pas, vous ne pouvez pas échouer en fait. Vous allez avoir des ailes qui vont pousser quand vous allez vraiment être sur la trajectoire qui est la vôtre. Moi, je le répète, quand j'ai raccroché ce téléphone et que j'ai refusé mon entretien, ça a été un vrai changement en moi radical. Parce que c'est moi là qui ai brisé les chaînes.
Et j'étais une machine inarrêtable à ce moment-là. J'avais très peur. Je savais pas ce que je faisais. J'avais des doutes. Je me suis dit, ça se trouve, là, je fous ma vie en l'air. Mais je l'ai fait et je me sentais bien et je m'en foutais, en fait. Parce que, aussi, ça, c'est quelque chose qui a bien marché sur moi, comme je l'ai dit, c'est de penser à l'avenir, de se projeter et de se dire, bon, imagine-toi, là, pense à toi, là, le mec de maintenant. Est-ce que tu serais content à suivre la voie qui te plaît pas ou à tenter la chose un petit peu folle qui te fait vibrer? Mais clairement, il faut tenter la chose un peu folle qui te fait vibrer. Et même si on échoue, on regrettera jamais d'avoir essayé, de toute façon. Donc, c'est ce que je me dis à chaque fois. Je me dis, au pire, j'échoue. Mais par contre, si t'essayes pas et que t'as des regrets, là, je pense que c'est une douleur. C'est la pire douleur qui puisse être, parce que la vie, c'est pas un jeu vidéo, pas de deuxième chance. Tu l'as fini, tu l'as fini. Donc, tu veux la finir comment, en fait? Donc, je pense que j'aurais ce discours-là envers ce jeune. Tu me parlais tout à l'heure, je sais pas si tu l'as mentionné depuis le début de la conversation du podcast, que tu es maintenant père. Oui, j'ai un petit garçon qui a un petit peu plus d'1 an maintenant. Donc, il est arrivé 2 ans après l'opération. Ça a pas mal chamboulé mon quotidien. Mm-hmm. Ça a obligé à me réorganiser un petit peu. Mais pareil, du coup, ça me donne un objectif puissant. Qu'est-ce que ça fait de devenir père du jour au lendemain, d'avoir son enfant devant les yeux? Qu'est-ce que ça fait? Ah bah clairement, maintenant, je me dis que j'ai encore plus envie de réussir pour lui donner un bel avenir. Mais surtout, je me dis aussi que j'ai envie de lui partager toutes les leçons que j'ai apprises. Et je me dis que l'expérience que je me suis faite là, ça va aussi lui servir à lui. Donc là, il est encore tout petit, ça chamboule pas mal, ça change pas mal de choses. C'est aussi pour ça que j'ai changé ma vision des choses sur l'entraînement, que je pense plus à la santé, parce que maintenant, je pense plus à la longévité. Je pense pas seulement au côté physique énorme, bodybuilding. Ça m'attire toujours, j'ai toujours envie d'avoir un bon physique, parce que pour moi, c'est important d'être bien dans sa peau, c'est important d'être musclé pour sa santé. Mais je me dis, avant tout, la longévité, il faut qu'à 70 ans, je puisse faire 10 tractions. Tu vois, c'est vraiment... Et je me dis, au moins, lui, il verra son père en forme, je pourrais faire des choses avec lui. C'est beau. Ça peut que le pousser. C'est beau. À quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui? Alors, mon quotidien, il varie beaucoup entre coaching individuel, donc je fais du coaching personnalisé, et coaching avec mon accompagnement à distance. Donc vraiment, j'accompagne des personnes qui avancent un petit peu dans la vie, qui se sont oubliées et qui veulent aujourd'hui perdre du gras, se muscler, surtout être en meilleure santé. Donc vraiment, non, mon créneau, c'est ça. Donc aujourd'hui, je transforme des personnes, j'accompagne des personnes. J'en ai une 30aine à chaque fois à gérer. À côté de ça, donc bien sûr, il faut que je m'occupe de mon petit. Je gère aussi, j'essaye de me montrer sur les réseaux un maximum pour partager mon histoire, aider les gens, en fait, que ce soit au niveau du sport, de l'alimentation. Donc j'essaye aussi de travailler ma communication et mes entraînements, bien sûr. J'arrêterai jamais les entraînements, même si je m'entraîne plus comme avant, évidemment, mais l'entraînement pour moi c'est comme se brosser les dents, quoi. Je me verrais pas ne pas m'entraîner. Puis surtout que, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, pour moi, je voyais le coach comme un modèle et je veux être ce modèle aux yeux des autres. C'est pour ça, des fois, on me dit... les gens me trouvent assez strict avec moi-même. C'est vrai que je le suis. Je parle d'un point de vue alimentation et sport. Je suis très, très strict. C'est-à-dire, par exemple, pendant ma compétition, j'ai refusé toutes les invitations. Je ne voulais pas manger autre chose qu'il fallait que je mange. Je peux refuser des choses pour m'entraîner. Mais déjà, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, c'est un plaisir. C'est ma passion. Et puis, moi, si j'avais pris un coach, j'aurais voulu quelqu'un que je vois comme un modèle, en fait. Et du coup, je me dis, je pense souvent à ça, je me dis comment je suis aux yeux des gens que je coach. Et je veux être ce modèle, entre guillemets, bien sûr. Donc, je veux être le mec qui s'entraîne, qui tient sa routine, qui fait attention à ce qu'il mange. Donc, pour moi, c'est très important de garder tout ça. Aujourd'hui, quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, ça restera toujours le fait d'avoir des regrets à la fin de ma vie. C'est ce que je me dis souvent. Donc là, j'ai rempli un très gros objectif. Donc déjà, je suis fier de moi parce que là, quoi qu'il puisse m'arriver aujourd'hui, déjà, j'aurai ça de validé
et j'aurais pas un regret à 100%. Mais j'ai toujours cette peur de pas en faire assez. La vie continue. Et par exemple, bah, peut-être, tu vois, je me suis fait opérer du cœur, peut-être de trop me laisser aller, de passer à côté de ma vie et de me dire à la fin, mais j'ai été bête. De toute façon, j'avais qu'une vie. Pourquoi j'ai perdu du temps à me morfondre et à... J'ai peur des fois de ça. Mais du coup, je me dis très régulièrement que ce que je vis là, bah, c'est du bonus et qu'il faut que j'en profite. Et du coup, je me dis, quitte à en profiter, autant en profiter bien. Et je me dis, quitte à bien en profiter, autant tenter les choses que je veux faire et pas en profiter n'importe comment. Mais même, on se rend pas compte à quel point les choses du quotidien sont une chance. Moi, quand je pouvais pas aller aux toilettes tout seul, mon rêve à ce moment-là, c'était d'aller aux toilettes tout seul. C'était mon rêve. Et c'est là où je me dis, mais en fait, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Parce que là, comme je le dis, ça se trouve pendant qu'on parle, il y a quelqu'un qui peut pas aller aux toilettes tout seul. Là. Ça, on se rend pas compte. Hein. Mais ça détruit complètement. Ça m'a détruit qu'on soit obligé de me tenir pour m'asseoir sur une chaise avec un trou et que je fasse dans un seau. Ça m'a détruit moralement, ça. Et du coup, régulièrement, il faut se dire qu'on a de la chance. Mais juste de pouvoir marcher, juste ça, c'est une chance. Donc oui, il faut se le dire très régulièrement. Et effectivement, on ne s'en rend pas compte. Et cette opération m'a permis de me rendre compte de ça, que la vie est une chance quand même. Et d'un côté, tu vois, je suis presque reconnaissant de ce qui m'est arrivé, parce que ça m'a permis de prendre conscience de tout ça. Sans cette épreuve, j'aurais peut-être pas encore pris conscience de tout ça. Ça se trouve, je serais resté dans ma zone de confort, parce que comme je t'ai dit avant l'opération, j'étais sur mon petit nuage. Ça se trouve, en fait, la vie avait besoin de me donner un petit rappel, me dire, oh, reste pas là, t'as d'autres trucs à faire, bats-toi. Moi, je restais un peu dans mon... C'était cool, ça marchait bien. Oh non, ça m'a remis les pieds sur terre, et je dis, non, ok, la vie est une chance, il faut tenter les choses qu'on veut tenter. Ah, ça a été la première preuve avec mon ami qui est décédé après la boîte. Ça prouve comme quoi que ça peut vraiment changer, et changer de la mauvaise façon, ça peut s'arrêter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fier de faire le métier que je fais, parce que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte, se laissent aller, finissent en obésité, ne font pas de sport. Et moi, ça me rend fou, en fait. Parce que je me dis, mais c'est toi qui es en train de te détruire. Crois-moi que la vie, elle va pas te rater, en fait. Alors déjà, que si tu la cherches pas, déjà, ça peut aller vite. Si tu la cherches, en plus, ça va aller très vite. Le sport m'a beaucoup aidé à surmonter cette épreuve qui était l'opération. Je pense que le sport a vraiment... Et c'est pour ça, le jour, quand j'étais à l'hôpital, je me suis remercié d'avoir fait du sport quasiment toute ma vie. Parce que si j'avais pas fait de sport, un métier qui me plaît pas, j'aurais sombré. Même les gens me disaient, mais t'as été super vite, en 6 mois, ils m'ont vu me retransformer. Et dans ma tête, je me suis dit, comme le dit David Goggins, tu t'entraînes, c'est pour ce genre de moment. Là, moi, ça m'est arrivé, le sport m'a aidé. Et c'est vrai que j'aime bien ces vidéos, parce que dans les moments difficiles, du coup, je repense un petit peu à ces phrases. Donc quand je fais du sport notamment, et que c'est dur, je me dis, mais attends, là, c'est une douleur, c'est rien du tout, cette douleur. Comparé à ce qu'en plus, maintenant, j'ai vécu l'opération, donc j'ai un point de comparaison. Je me dis, mais non, mais t'arrêtes pas. Même si j'en peux plus, je cours, j'en ai marre, mais t'arrêtes pas. Je me dis toujours, alors, si tu t'arrêtes, t'es une merde, en fait. Je me dis toujours ça, tu vois. Si je suis en train de courir, puis que j'ai envie de m'arrêter, je me dis, mec, si tu t'arrêtes là, tu vas rentrer chez toi, tu vas le regretter. C'est hors de question. Tu tiens, il te reste 10-20 minutes, tu vas tenir les 10-20 minutes. C'est rien dans une vie, 10-20 minutes. Par contre, si tu t'arrêtes, tu vas avoir un regret pendant plusieurs jours. Ah non, le ratio, il est pas bon. Donc tu continues. C'est pour ça que j'aime bien cet état d'esprit de David Goggins, cet esprit un petit peu de se préparer son mental, en fait. Parce que de toute façon, dans la vie, on rencontrera des moments difficiles. On peut pas passer à côté. Ou alors c'est que vraiment, on prend aucun risque, on a une vie très triste, mais on rencontrera des moments difficiles, encore plus si on veut atteindre nos objectifs. Donc il faut se renforcer. Être là aujourd'hui, c'est me renforcer psychologiquement, par exemple. Raconter mon histoire, être avec toi, ça en fait partie. J'essaye régulièrement de m'obliger à avoir peur dans certaines situations et d'y aller. C'est pas facile à mettre en place, je vais pas le cacher, mais j'essaye régulièrement de prendre des risques, de me mettre un petit peu à nu, entre guillemets. Et je trouve que c'est important. C'est ce qui nous permet de trouver du sens. Ouais, complètement. Je pense qu'on peut se dire mission accomplie et que le meilleur reste à venir. Exactement, merci à toi de m'avoir reçu. Ça a été un vrai plaisir d'avoir fait ce podcast et de t'avoir rencontré. Et j'espère que mon histoire va motiver ne serait-ce qu'une personne. Ça me ferait plaisir.